Bonjour tout le monde, merci pour votre présence, pour les personnes qui sont venues sur place. Nous savons tous qu'il y a beaucoup de difficultés pour que les personnes puissent participer à ce forum de cette semaine. Merci pour les personnes qui sont en ligne. Donc le but de cette session est la présentation du réseau Habitat d'urgence francophone du Global Shelter Cluster. Je tiens à me présenter. Mon nom est Pascal Panosetti. Je travaille pour le Global Shelter Cluster au nom de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Je suis le référent technique global pour couvrir tous les besoins des 41 pays où le Shelter Cluster est actif en ce moment. Je vais passer la parole à mes collègues du réseau francophone. Bonjour à tous, Antoine Barbier de l'Organisation internationale pour les migrations. Je travaille au sein de l'unité Abri et Habitat. Merci. Je passe la parole à Luca en ligne. Merci Pascal. Bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Luca Genuyac. Je travaille comme conseiller technique pour Catholic Relief Services et je passe la parole à Xavier. Bonjour tout le monde, moi c'est Xavier Génaud, je suis référent technique bénévole pour les équipes de réponse aux urgences de la Croix-Rouge française. Enchanté et bonne session à tous. Je passe la session à Olivier. Bonjour, Olivier Moll, je suis responsable du pôle Habitat au sein de l'association Cratère et enseignant-chercheur au sein de l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble. Et je vous souhaite une très très bonne session avec nous. Et je redonne la parole, je pense. Oui, merci Olivier. Nous avons aussi dans le comité Alexandre Koklejda qui travaille pour Global Shelter Cluster au nom de l'UNHCR. Nous avions aussi une femme, parce que c'est très important d'avoir dans notre équipe une femme qui a dû malheureusement arrêter ces derniers temps et qui a été remplacée par Alexandre. Donc nous sommes à la recherche d'autres femmes pour compléter notre comité qui est très important pour le gender balance. Cette session, on va faire une petite introduction. Donc, on va vous faire une présentation du réseau d'habitat d'urgence francophone et questions-réponses. Si vous avez des questions après cette présentation, il y aura une petite enquête Mentimeter et une discussion sur les propositions justement des participants pour lancer un petit peu la discussion et une petite conclusion. Comme vous le savez, l'Afrique francophone compte actuellement 7 des 10 pays dont l'indice de développement humain est le plus faible, avec plus de 12 millions de personnes déplacées depuis la fin 2023, en raison de conflits armés et de violences intercommunautaires et de catastrophes soudaines. C'est pour ça que nous avons décidé de créer ce réseau francophone pour pouvoir apporter du support aux pays d'Afrique, principalement francophones. Il y a aussi quelques autres pays qui sont francophones comme Haïti, mais principalement sur l'Afrique francophone pour vraiment pouvoir aider les personnes et les experts en abri pour pouvoir améliorer les réponses en abri. Comme vous le voyez, sur les 10 crises les moins médiatisées au monde, 6 sont des pays francophones. Sur les 10 crises les plus négligées dans le monde, 5 sont des pays francophones. Et sur les 10 réponses shelter les moins financées dans le monde, 6 proviennent encore des pays francophones. Et 94% de l'aide fournie par le Haut Commissariat aux réfugiés et ses partenaires reste la distribution de kits d'abri d'urgence. Donc, comme vous le savez, on dit souvent le secteur abri n'est pas juste de remettre en toit aux personnes, mais ça va plus loin que là. Donc, il y a beaucoup de composants dans le secteur abri. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce réseau pour pouvoir assister les experts, pour pouvoir développer ces différentes phases d'implémentation. L'objectif est proposition des interventions. Donc, nous avons trois pièces clés qui sont l'action de partage et de savoir d'expérience au sein du réseau, des actions de coopération et aussi la recherche. Les résultats jusqu'à ce jour, on a maintenant plus de 400 membres du réseau, donc
400 membres, on a une liste de distribution donc pour pouvoir communiquer avec ces personnes. Et depuis 2022, nous avons organisé 11 webinaires. Donc, nous organisons des webinaires qui durent environ entre 3 et 4 heures, qui sont une fois par année, avec différentes thématiques, que ça va au logement et propriété, à l'autoreconstruction, à la culture constructive locale. Ça, c'est une importance majeure aussi pour le secteur abri. C'est vraiment de faire le design des projets abri en étudiant la culture constructive locale et vraiment en aidant les communautés peut-être à améliorer ces constructions locales en rajoutant peut-être des détails de construction technique pour que ça soit plus résistant aux tremblements de terre, aux cyclones, aux inondations et autres. Nous vous invitons d'aller voir justement tous ces webinaires qui sont en ligne justement sur la plateforme du Global Shelter Cluster. Voici la page du Global Shelter Cluster. Je ne sais pas si vous connaissez bien cette page. Donc ça, c'est le site principal du Global Shelter Cluster. Vous allez trouver toutes les opérations qui sont en cours du Global Shelter Cluster. Donc tous les pays en ce moment, nous avons 41 Shelter Clusters. Ils ne sont pas tous actifs. Il y en a qui sont aussi un peu en stand-by. Il y en a principalement ceux dans les pays touchés par les catastrophes naturelles où les autorités ont repris justement la structure du Global Shelter Cluster. Donc, c'est une des promotions aussi de la stratégie du Global Shelter Cluster de promouvoir la localisation. Pour accéder, si vous ne connaissez pas le site, donc vous avez le lien sur la page. Il faut juste aller en haut, comme vous voyez, accéder à la page du RSUF et au-dessous, vous pourrez accéder directement à la page du réseau francophone. Quand vous arrivez sur la page du réseau d'habitat francophone, nous vous conseillons de vous abonner, les personnes intéressées. Si vous vous abonnez justement au réseau, vous avez deux façons de vous abonner, soit en créant un compte un compte du Global Shelter Cluster, et vous pouvez après suivre justement le groupe, ou si vous ne souhaitez pas créer un compte, vous pouvez faire aussi sans compte. La différence, comme vous voyez dans le cercle à gauche, c'est que du moment que vous êtes enregistré sur cette plateforme, automatiquement, vous allez recevoir toutes ces informations. Donc, dès qu'un document est publié, dès qu'il y a une actualité ou qu'il y a une discussion ou qu'il y a un événement qui est créé sur cette plateforme, automatiquement, vous allez recevoir automatiquement les informations. Par contre, nous avons une liste de distribution. Donc, nous communiquons aussi avec une liste de distribution dont on a justement 400 membres. Donc, on vous aussi recommande, si vous êtes intéressé, de vous inscrire sur ce Google Form. Vous avez le lien ci-dessous si vous souhaitez rejoindre le réseau pour qu'on puisse vous rajouter sur la liste de distribution. On remettra ce slide en fin de présentation. Toujours sur le site du Global Shelter Cluster, comme vous voyez ça, vous avez accès à tous les webinaires qui ont été réalisés ces 3 dernières années. Donc, vous voyez en bas à gauche, vous avez tous ces webinaires. Et là, en bleu, c'est un exemple, par exemple, des derniers webinaires que nous avons organisés en 2025. Donc, vous avez toutes les présentations PowerPoint et vous aurez aussi prochainement tous les enregistrements de ces webinaires. Les prochaines étapes du réseau, donc l'idée c'est de lancer une plateforme numérique francophone pour le partage des connaissances et le renforcement des capacités. Donc on est en train de monter une bibliothèque des documents en français. Parce que comme vous le savez, si vous allez sur le site du Global Shelter Cluster, il y a plus de 20 000 documents qui sont publiés et peut-être il y en a quand même 1400 qui sont publiés en français. Donc, on est en train de travailler le réseau justement pour améliorer ici cette communication et avoir cette bibliothèque disponible pour tout le réseau. On tient aussi à vous annoncer, on va organiser le premier forum francophone qui aura lieu à Lomé, au Togo. Donc, ce sera le premier réseau francophone abri d'urgence. On remercie l'université justement de Togo, l'université, l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Donc nous travaillons toujours en collaboration. De nouveau, nous faisons la promotion de la localisation. Donc c'est vraiment cette université qui va mettre à disposition les locaux. Donc voilà, on est en cours de discussion
avec cette université, mais vous pouvez déjà noter dans votre agenda, du 1er au 3 juillet aura lieu ce premier, excusez-moi, ce premier forum francophone sur les abris. Et aussi, on est en train de faire une étude visant à identifier les lacunes en matière de capacité dans l'attente d'un financement. Donc, on est bien sûr en train aussi de chercher des financements pour pouvoir lancer cette étude, pour voir dans les pays francophones quels sont les besoins en matière de renforcement des capacités. Donc, voilà pour la présentation du réseau francophone. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'audience, dans la salle ou en ligne. À vous. D'accord. Alors, on passera les questions après. Je ne sais pas si un de mes collègues en ligne, justement du réseau, si vous avez quelque chose à rajouter aussi par rapport, n'hésitez pas à lever la main. Alors, on va continuer la session. Donc, en fait, l'idée... Ah, excusez-moi. Très bien. J'aimerais savoir, je ne sais pas si j'ai entendu, j'aimerais savoir, est-ce des organisations uniquement, est-ce des bailleurs ou bien des organisations internationales? Je n'ai pas bien saisi. D'accord. Très bonne question. Non, bien sûr, le réseau est ouvert à tous. Donc, c'est vrai, dans le comité, c'est des organisations. Mais par contre, dans les membres, les 400, on a des autorités, on a des académies, on a des universités, on a des ONG locales, on a des ONG internationales. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Vraiment, c'est un réseau c'est une plateforme de discussion. C'est un petit peu le principe, on appelle ça des communautés de pratique. Donc, sur le Global Shelter Cluster, on a plusieurs communautés de pratique. On a une autre aussi, c'est la technique que je gère aussi au nom du Global Shelter Cluster. Et on a le réseau francophone. Donc, c'est vraiment des plateformes d'échange pour partager voilà, les connaissances, les bonnes expériences, des leçons apprises, vraiment pour améliorer. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde et vraiment, on pousse et on aimerait de plus en plus que ça soit justement localisé. Donc, toute organisation est bienvenue. On a beaucoup d'organisations locales, non gouvernementales ou pas. Il peut y avoir des associations, il peut y avoir des universités. Par exemple, quand on organise nos webinaires, l'idée, c'est de faire participer les présentations faites justement par ces entités. Donc, ça peut être les autorités, ça peut être des ONG locales. Merci. Je peux poser en anglais? Oui, oui. So, I work for a feminist fund localized in Africa, and our main targets are grassroots organizations. And we know that usually in crisis, those grassroots women's rights organizations usually do not have access to funding, and they don't have access to resources. So what is the network for the Francophone region? What are you doing to ensure that these resources that you are creating actually reach the people who need them in terms of resources, of where to go to? Like, how are you making sure that women's rights organizations, who are usually the ones that are excluded from such spaces, how are you making sure that these resources actually reach them? Do I need to you want to answer? Ok. Ouais. Je vais essayer de répondre. En français, ça va? Non, passez là, pardon. Je m'appuie sur cette diapositive pour apporter des éléments de réponse. Nous sommes un réseau encore naissant, encore récent, avec des objectifs, une raison d'être et des interventions qui sont planifiées pour cette année. Je reviens juste sur cette diapositive un peu pour expliquer les raisons qui nous ont poussés à créer ce réseau. Différentes couvertures de rapports là, sont illustrées là, sur cette diapositive, des rapports
que vous connaissez peut-être sur les crises à la fois les moins médiatisées dans le monde, les crises les moins bien financées ou les crises les plus négligées, qui soulignent que parmi les pays qui sont dans ces différentes listes-là, une grande majorité sont des pays francophones et des pays issus de l'Afrique francophone. Un rapport aussi du Global Shelter Cluster de 2023 souligne que parmi les 10 réponses en shelter, donc du secteur du shelter les moins financés dans le monde, 6 proviennent de pays francophones. Aussi, nous avons mis là, nous appelons un rapport du HCR, un rapport public, un rapport d'évaluation sur la réponse shelter du HCR en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, qui souligne que 94% de l'aide fournie par le HCR et ses partenaires reste de la distribution de kits d'abri d'urgence qui sont qui sont essentiellement constitués de bâches en plastique avec un bout de corde. C'est le HCR, mais c'est aussi l'ensemble des partenaires du secteur du shelter dans cette région du monde, donc l'OIM dont je fais partie, la Croix-Rouge et les autres. Notre travail est essentiellement, se limite à l'achat et à la distribution de bâches en plastique. Voilà. Donc, ces différents rapports soulignent un manque de capacité opérationnelle et de coordination dans le secteur du shelter, de l'abri d'urgence, dans cette zone géographique qui est en retard par rapport notamment à ses voisins anglophones, de l'Afrique anglophone et du reste du monde. Donc ce réseau veut travailler sur un renforcement de capacité des acteurs du secteur, donc qui soit organisation internationale, mais surtout organisation locale, donc ONG et agences gouvernementales et autorités municipales. Donc nous nous appuyons vraiment sur une idée de renforcement des capacités et de localisation. Encore une fois, nous n'avons pas de ressources, nous n'avons pas de financement et donc nous ne finançons pas des actions. Nous voulons nous engager dans des actions de renforcement de capacités via de la sensibilisation, donner davantage de visibilité pour soulever des fonds qui seraient destinés à des organisations locales. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Merci, je crois que Luca, à toi. Oui, après Xavier, s'il avait une question, et je voulais aussi donner une petite réponse à nos participants, si vous voulez. À toi, Xavier, merci. Oui, bon, ce réseau, comme disait Antoine, ce réseau est récent et naissant, est parti principalement d'une volonté en partie bénévole. C'est une énergie qui vient de l'énergie humaine, qui pour l'instant est limitée principalement en échange de techniques. Par exemple, les webinaires, les sujets sont proposés mais sélectionnés par les membres du réseau. C'est plutôt un réseau qui vise à ce que les grandes organisations aillent vers les associations d'Afrique francophone pour voir ce qu'elles ont besoin. Et nos webinaires sont un mix d'intrants techniques, mais surtout visent à faire apparaître des réponses locales pour aider des agences locales à exposer ce qu'elles font de vraiment bien. Et par rapport donc aux organisations que vous représentez, on cherche justement à toucher ce genre d'organisation et qu'elles s'inscrivent au réseau et qu'elles puissent bénéficier de toutes ces ressources techniques. Voilà, c'est un peu ce qu'on visait, ce qu'on vise. Et aussi, effectivement, on a eu une dynamique de recherche de fonds. Et la situation actuelle fait que on a un peu, on n'a pas trop progressé dans ce sens-là, dû principalement à la situation actuelle, malgré qu'on ait des échos très très favorables de la part des grands bailleurs de fonds institutionnels, mais étant dans la situation actuelle, c'est un peu compliqué. À toi, Lucas. Merci beaucoup. Non, c'est une très bonne question. En fait, ces réseaux, il a été dit, et il n'a pas longtemps qu'ils existent, mais on a tout l'intérêt. Si on va dans la diapositive numéro 4, s'il te plaît, Pascal,
de trouver la façon pour travailler aussi avec des grassroots organizations, les organisations locales. Parce que notre approche, c'est justement en ligne avec la stratégie du Global Shelter Cluster et c'est qu'il a identifié comme les 3 catalysateurs principaux. Et là-dedans, il y a améliorer et élargir la coordination, localisation et la revédabilité. Donc, ça veut dire que nous, on cherche finalement de promouvoir de plus qu'on peut avec la localisation, en travaillant avec les organisations locales. Et cette journée de discussion ensemble, c'est pourquoi pas aussi la façon de nous rencontrer et de nous faire des propositions. Donc, notre contacts, ils sont toujours dans la page web, mais si vous avez aussi des propositions pour comment on peut travailler dans les futurs, on est tous à l'écoute. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va passer à notre enquête. Lucas, je te laisse. Je ne me trompe pas. Alors, excusez-moi. Donc voilà, donc l'enquête, l'idée c'est vraiment, voilà, notre discussion c'est vraiment de renforcer la localisation, comme on l'a dit avant, comme l'a dit Lucas, de maximiser l'impact grâce aux méthodes de travail plus intersectorielles, donc pas juste travailler dans notre bulle, abri, mais vraiment que ce soit intersectoriel. C'est aussi le settlement approach, je ne me rappelle plus comment on dit en français, donc vraiment planifier ses réponses avec tous les autres secteurs. Prioriser les personnes les plus vulnérables, ça veut dire améliorer le ciblage. Donc ça, c'est vraiment dans la stratégie, donc vraiment améliorer une priorité sur le ciblage des personnes à assister. Toujours continuer à soutenir des initiatives d'auto-reconstruction, qu'on peut dire aussi auto-relèvement aussi dans certains pays. Donc vraiment mettre les personnes affectées vraiment au centre, donc vraiment qu'elles puissent gérer par elles-mêmes la reconstruction de leur maison avec en appui des organisations. Et continuer à améliorer le partenariat pour qu'on ait plus de partenariats, une meilleure qualité entre justement les organisations, les partenaires publics et privés. Et travailler aussi sur le plan de contingence, donc aussi d'améliorer aussi les réponses, les préparations aux catastrophes naturelles et d'améliorer l'efficacité de l'aide humanitaire. La discussion, donc, c'est vraiment sur ces problématiques. Dans la discussion que nous souhaitons lancer maintenant, c'est vraiment de parler sur ces problématiques à traiter pour améliorer notre réponse dans les pays francophones. Donc, vraiment, c'est avoir aussi les idées des participants, justement, comment on peut améliorer ces problématiques. Et en relation avec ces problématiques, ben, ce serait quoi les actions prioritaires concrètes à mettre en œuvre? Quelles ressources ces actions prioritaires ont-elles besoin pour la mettre en œuvre? Et d'après vous, quel serait le rôle que les réseaux francophones puissent jouer dans cette stratégie? Donc, pour cela, on va faire en Mentimeter. Si vous pouvez juste scanner le QR pour justement, il y aura 4-5 questions qu'on pourra conserver aussi et continuer aussi à travailler pour le réseau. Vous voyez mon écran avec Ouais, on le voit, Lucas. Merci. Tu me Donne diras, peut-être 2 minutes, si tout le monde est OK. Je vois qu'il y a un message dans le chat. OK, non, ça c'est bon. Bah, je pense, Vas-y, Lucas. Tu peux passer les serres. Donc voilà, c'est les mêmes questions qu'on a fait avant. Donc, quelles sont, selon vous, les principales problématiques à traiter, donc vraiment pour les pays francophones? Donc voilà, si vous pouvez partager un petit peu vos idées qu'on pourra collecter. On va donner 2-3 minutes par question.
Si je peux aussi ajouter un commentaire. Oui, La vas-y, question Lucas. cherche vous demandez quels sont les problèmes principaux à traiter pour améliorer notre réponse. On parle des abris et donc est-ce que ça doit prendre notre attention là où on doit mettre notre focus pour améliorer notre réponse conjointe dans les abris humanitaires dans les régions francophones? Merci. Donc, dans les réponses, on a mettre à l'échelle et augmenter l'impact. Je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être augmenter l'impact sur la couverture, j'imagine. Les solutions durables et efficaces qui touchent pas seulement à l'habitation, mais aussi à la vie sociale. Donc, bien sûr, c'est pour ça que aussi on parle du secteur abri, c'est aussi habitat. Donc, on dit le secteur habitat, c'est vraiment tout ce qui va autour, donc aussi la partie sociale. Chaleur extrême et gestion des déchets de construction et construction en terre. Donc ça, tout à fait, on sait que c'est un nouveau challenge, les chaleurs extrêmes. Aussi pour vous informer, on a un groupe de travail exprès pour le Global Shelter Cluster qui traite justement des chaleurs extrêmes, qui est le Heat Working Group, qui justement traite ce sujet. La localisation et les actions anticipées. Voilà, beaucoup de documents en anglais et très peu en français. Alors, comme je l'ai annoncé, je ne sais pas, il y a quand même 1400 documents en français sur le site, mais ils sont peut-être difficiles à trouver. Donc, l'idée, c'est un petit peu de centraliser là-dessus. Identifier the first respondent to craze or the fleet respond to this craze in terms of shelter and craze means the burn on craze and how easy it works. OK. La capacité des organisations porteuses de projets à identifier les savoirs locaux, les dynamiques de réponse locale, pour savoir s'appuyer sur cela dans la définition de réponse. Se pencher sur les potentielles options à la place des bâches, alors bien sûr, comme l'a dit Antoine, voilà, c'est souvent la première réponse en abri. On essaie de trouver des solutions. Renforcer la capacité des acteurs à mettre en place des réponses de manière qualitative et quantitative. Lucas, je pense que tu peux peut-être passer à la prochaine question. Et si quelqu'un peut peut-être noter juste ces questions pour qu'on puisse en parler après. Alors, en relation avec les problématiques, quelles sont les actions prioritaires concrètes à mettre en œuvre? Donc, par rapport à ces problématiques que vous avez proposées, quelles seraient justement les actions que le réseau francophone pourrait mettre en place? Je me permets encore de faire un commentaire. Les réseaux et toute la communauté humanitaire, finalement, tous ensemble, pour arriver à répondre à ces problématiques identifiées. Qu'est-ce que nous, on peut faire en pratique? Quelle action on doit mettre en place? Merci. Nous avons 16 personnes en ligne jusqu'à présent. Vous êtes beaucoup dans la salle? 6 personnes. OK. Donc, je rappelle la question. Donc, voilà les actions prioritaires concrètes. Après, on passera à la prochaine question s'il n'y a pas de suite. Hein, Lucas? Alors, mettre en avant et traduire, si besoin, les ressources techniques concernant la thématique abri d'urgence.
Habitat pour les mettre à disposition des acteurs locaux. Guide de base, formation en ligne. Alors, pour répondre à cette question, c'est ce qu'on a un petit peu dit maintenant. Donc, on est en train, vraiment, la plateforme du Global Shelter Cluster est vraiment à disposition de n'importe quelle personne. Donc, c'est vraiment une plateforme en ligne pour tout le monde. Donc, c'est possible justement de trouver justement sur ce site, comme il a été présenté en début de séance, tous ces webinaires qui ont des thématiques bien spécifiques. Et vous trouverez également aussi justement des documents en français. Et nous sommes en train de regarder justement avec le Global Shelter Cluster pour faire la traduction des documents clés. Ok, le partage d'expérience. Prioriser l'approche locale et moins top-down approche, tout à fait. Donc un petit peu lié justement aussi à la localisation. Inclure dans les formations des futurs professionnels de la réponse d'urgence, une capacité à comprendre les savoirs locaux. Alors, pour répondre à cette proposition, c'est justement ces webinaires, comme on l'a dit aussi avant. Donc, c'est des professionnels qui participent et vraiment, on implique justement vraiment des acteurs locaux, justement francophones, pour justement comprendre les savoirs locaux. Et si je peux ajouter, Oui. dès qu'il faut renforcer les capacités des collègues aussi sur terrain, dès qu'on est en train aussi de mettre en place un réseau d'experts, et voilà que la formation, ça peut aussi impliquer la participation des universités dans les pays francophones, là où il y a le savoir, la connaissance pour la construction. Donc, après, on pourra discuter un petit peu comment on peut gérer cette relation et à partir des réseaux qui déjà existent. Parce qu'on sait très bien, par exemple, que Crater, il a des très bons liens avec les universités dans les pays francophones, tandis qu'il représente aussi, Olivier va nous raconter l'université de Grenoble. Et donc, encore une fois, la localisation, je veux penser, c'est aussi de créer des liaisons avec les collègues, les institutions, ceux qui ils ont quelque chose à apporter dans la réponse d'abri et qui sont basés sur place. Donc, là où on veut améliorer notre réponse. Merci. Je ne sais pas si Olivier, tu veux rajouter quelque chose justement là-dessus? Moi, je pense que Luca a très bien dit ce que l'on fait de façon générale, mais plus que nous, quoi. J'imagine que qu'aujourd'hui, bon, de toute façon, les gens ils répondent à la crise par eux-mêmes en majorité, hein. On l'a déjà dit, et c'est une des raisons de la création de ce groupe. 80% de la réponse, elle le fait des gens par eux-mêmes, c'est-à-dire ils s'appuient sur leur savoir, leurs capacités propres, etc. La difficulté, c'est que nous, en tant que techniciens, ingénieurs, architectes, etc., on n'est pas formés à la maîtrise des savoirs locaux que les gens utilisent eux-mêmes. Et donc, parfois, ça nous empêche de voir les intelligences que les gens développent localement. Donc, effectivement, une meilleure formation de nous, cadres, acteurs, organisateurs, animateurs des réponses qui sont portées sur le terrain, pour savoir comment savoir comprendre l'intelligence de ce que font les gens et apporter une amélioration parce que c'est possible d'améliorer des fois ou de faire gagner du temps aux gens dans ce qu'ils font eux-mêmes, quoi. Ben voilà, ce serait pertinent. Bon, alors peut-être identifier toutes les formations qui ont lieu en direction des acteurs de notre communauté et voir si ces choses-là sont intégrées dedans ou non. Voilà pour mon complément à ce que dit mon collègue depuis tout à l'heure. À vous. Merci Olivier. Et je voudrais ajouter, on sait bien que beaucoup des réponses, les rapports qui ont été mentionnés de la chaire, qui racontent la réponse d'abri dans les pays du Wairikaro dans les dernières années, racontent que la bâche, c'était pour la plupart des situations d'émergence la solution.
Mais alors, c'est, comme on est tous d'accord, l'auto-reconstruction, c'est une des approches qui peut nous donner aussi une bonne réponse par rapport au Nexus. Il peut couvrir l'émergence comme aussi solution vers une solution durable. Alors, les matériels, l'enseignement, je crois qu'il existe déjà. Et donc, comme il est créé aussi dans cette réponse, peut-être nous, on devrait vraiment faire du plaidoyer. Donc, même avec des autres organisations humanitaires, à travers, pourquoi pas, les réseaux qui existent. Jusqu'au présent, je ne sais pas les lendemains, je me réfère au Shelter Cluster parce que là, en fait, la réforme est en cours. Donc, qu'est-ce que ça va être dans le futur? On le discute vraiment dans ces jours. Mais encore une fois, on a l'information, on a les approches. C'est une connaissance qui finalement, il faut diffuser. Et alors, je me retourne aussi au rapport avec l'université. Pourquoi pas? C'est lié avec les réseaux universitaires dans ces pays francophones, aussi pour participer à la développement des curriculums, par exemple, des cours spécialisés pour enseigner aux jeunes architectes et ingénieurs techniciens de la construction du futur comment on peut répondre à l'émergence avec des abris humanitaire, on peut dire comme ça, avec un peu de savoir-faire qui va au-delà de la très simple distribution des bâches, qui finalement, ça a des côtés opérationnels davantage, mais qui, on peut nous dire maintenant, dans notre environnement, on a démontré, ce n'est pas peut-être la meilleure réponse dans toutes les situations. Merci. On passe Merci. à notre question. Merci Luca. Ouais, c'était juste pour voir. Tu peux appuyer en bas là. Tu vois, si tu fais espace, ça devrait grouper les questions. C'est vrai? OK. Ouais. Voilà. À partir de 10 questions, merci l'intelligence artificielle groupe justement ces thématiques. Voilà, donc on voit les propositions, c'est l'approche locale, le partage d'expérience, la formation professionnelle et les solutions contextuelles. Donc voilà, c'est très similaire justement de ce qu'on a pour l'instant prévu. On partagera après toutes ces On discussions. partagera, oui, bien sûr. Tu veux passer à la prochaine? D'accord. Et pour revenir sur les bâches, alors bien sûr, dans le shelter, on sait très bien, donc ces bâches, c'est pour ça qu'on a beaucoup de groupes de travail au Global Shelter Cluster, justement pour trouver ici des solutions. On a beaucoup de travail sur l'environnement aussi, donc on a aussi une comité de pratique aussi sur l'environnement. Il y a un groupe de travail spécialisé sur le réchauffement climatique et justement le HEAT. Donc voilà, regardez sur la plateforme pour rejoindre ces groupes, mais c'est vraiment des points que nous prenons beaucoup en considération, vraiment aussi le respect de l'environnement justement par rapport à la réponse abri pour trouver des meilleures solutions que des bâches en plastique. De quelles ressources ces actions prioritaires ont-elles besoin? Donc on reste toujours sur ces actions prioritaires, donc de quelles ressources nous aurions besoin pour pouvoir les mettre en œuvre? Un enseignement existe partout, à tout niveau académique, technique du secteur des acteurs de la réponse d'urgence. Peut-être poser cela à plat et voir comment faire avec les moyens disponibles. Et encore une fois, bien entendu, on a besoin aussi de financement, mais on voudrait mettre l'accent avec cette question sur des autres ressources peut-être qui, nos activités dans les domaines d'abri puissent avoir avantage pour améliorer la réponse. Donc, c'est très bien l'enseignement, et alors peut-être on a besoin de manuels, des autres choses qui, voilà, il faut un petit peu de créativité pour s'imaginer de qu'est-ce qu'on peut avoir besoin à côté finalement des financements. Merci. Oui, peut-être juste pour faire un rappel par rapport au financement, c'est aussi un principe des communautés de pratique, c'est vraiment à la base volontaire. Donc toutes les personnes qui sont autant dans le comité sont vraiment volontaires, donc il n'y a pas de financement vraiment pour ces communautés de pratique. À la différence, les groupes de travail sont une autre plateforme où il peut y avoir des financements, mais qui a des objectifs bien précis, comme le développement d'un guideline, par exemple.
Donc ça, c'est vraiment la différence. La communauté of pratique, c'est vraiment une plateforme d'échange, donc volontaire, qui est ouverte à tous. Et c'est vraiment à la base, c'est tous bénévoles et volontaires. Également le comité. Alors, les ressources mettent nos expertises et expériences respectives au profit des différentes thématiques de manière pratico-pratique. Alors, bien sûr, toujours essayer de faire ces actions pratiques. C'est pour ça que ce sera aussi une opportunité. Nous invitons encore au forum à Lomé de Togo. Il y aura aussi des groupes de travail. Donc, ça va être aussi au choix des participants, mais de mettre justement en pratique aussi ces différentes thématiques. Tu peux rebaisser, Lucas? J'ai pas vu la troisième. Tu vois? Ah, Non. ok. Comme ça. Voilà, ouais. Organiser des formations délocalisées en coordination avec des partenaires locaux, en présence. Accès faible à l'Internet, beaucoup de pays francophones, oui, alors tout à fait. Ça, c'est souvent aussi le problème, justement, des connexions. Donc, c'est vrai que souvent, même ces formations se font dans les capitales ou au niveau régional. Et là, c'est vrai, d'organiser ces formations plus délocalisées serait très important. De nouveau, voir avec, comme il est proposé, avec des partenaires locaux qui sont directement sur place. Donc, c'est vraiment, voilà, une collaboration qui peut se faire dans le réseau francophone. Collaboration avec les organisations qui comprennent les contextes et la réalité. And being member of the context pour intégrer the power of influencing how you work. Je ne sais pas si quelqu'un veut commenter là-dessus. Et au niveau académique, il existe des moyens pour initier de nouveaux sujets de recherche, de nouveaux curriculums de formation, peut-être essayer de se rapprocher de ces sources de financement. Oui, alors bien sûr, c'est pour ça qu'on peut travailler avec les académies, si elles peuvent aussi avoir plus l'accès sur le financement. C'est pareil avec les situations que nous vivons en ce moment. Voilà, c'est plus trouver le financement au niveau local, justement, dans chacun de ces pays, d'essayer de trouver du financement, justement, pour soutenir la continuité des réponses humanitaires. Et la traduction des documents de formation, c'est-à-dire des outils en langue française, comme ça puisse être accessible aux collègues. Même si aujourd'hui, il y a l'AI qui peut tout traduire, mais quand même, on doit aussi penser que comme on discutait dans une autre occasion, les documents, ils doivent être aussi plus digéribles, plus faciles aussi pour nos collègues sur terrain à consulter. Parce qu'il y a des fantastiques documents, mais peut-être nos collègues, ils n'ont pas la possibilité, le temps de lire 50 pages de manuel. Et donc, soit la langue, ça aussi, les formats, ça doit être un peu adapté parce que notre réponse soit plus efficace et grâce à la participation de nos collègues sur terrain. Oui, tout à fait. Adapté au contexte et aux besoins. Et souvent, il faut même faire dans la langue locale. Voilà, parce qu'il y a peut-être la langue de français, dans beaucoup de pays, il y a plusieurs langues, donc ça dépend vraiment le lieu. Donc, c'est essayer de faire ces traductions en plusieurs langues. Voilà, c'est vrai que comme la personne vous l'avez dit, le problème aussi d'accès à Internet, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de formations aussi qui sont gratuites en français. Ça, vous pouvez aussi les trouver sur la plateforme du réseau francophone. Donc voilà, c'est pas seulement la librairie des documents en français ou ceux qu'on va regarder pour traduire, mais c'est aussi toutes ces plateformes existantes. Donc il y a Disaster Ready par exemple qui a des formations. Donc vous pouvez aller voir sur le site et on a fait référence à ces formations. Offline, je suis pas sûr. Je ne sais pas si vous pouvez. Non, souvent c'est online. Vous avez aussi le site de la Fédération internationale Croix-Rouge. Il y a la plateforme qui est vraiment ouverte à tout le monde, où il y a toutes les formations. Donc, il faut juste s'inscrire, créer un compte sur la plateforme e-learning de AFRC. Et là, vous avez tout et vous pouvez faire des filtres. Et il y a aussi des formations en français. Justement, on va essayer de répertorier toutes ces formations en français dans justement ces ressources.
Si vous pouvez mettre le micro, comme ça, on peut vous entendre. Oui. Je pense que le problème est que c'est disponible, mais pas accessible pour tout le monde. Et c'est là où donc, on continue à prioriser those who have access and those who are actually marginalized by the fact that they don't have internet connections, they don't know where these resources are available. We then perpetuate the fact that they are always then excluded from what's available. So maybe you want to think about having it available offline, so that even without internet, because Francophone region the internet is horrible. Yeah. So maybe you want to think around that, having it more accessible and not just there, but being used by the people that actually need the information. Yeah. Je pense que c'est un très bon point. Pascal, je me permets de souligner un commentaire dans le chat qui demande de partager les liens aux cours qui sont en ligne de l'IFRC, donc c'est pour toi. Oui, alors je peux mettre le lien. Alors malheureusement, je ne peux pas vous donner les liens directs des cours parce qu'en fait, il faut que juste vous créez un compte. Je vais vous donner le lien. Voilà. Ah bah, très bien. Super, merci Xavier. Donc voilà, donc il faut juste créer un compte et après vous aurez accès. Et après, vous avez des filtres justement pour essayer de trouver ces formations. Pour revenir sur votre commentaire, c'est vrai que justement la localisation et le problème d'Internet, c'est vrai, c'est pour ça qu'il faut faire un maximum aussi de formation de formateurs. C'est-à-dire que voilà, au niveau local, où il y a ces accès, de former ces personnes qui peuvent après, ensuite, aller sur le terrain et utiliser justement plutôt du matériel didactique sans électricité. C'est souvent le cas avec des bâches en plastique. Voilà, il y a plein de manières de donner ces formations, mais vraiment les adapter au terrain en partant sur l'idée qu'il n'y a pas d'électricité déjà. Parce qu'on parle peut-être pas d'Internet, mais peut-être aussi dans les endroits où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas la lumière. Donc c'est vraiment essayer d'adapter ça. Est-ce qu'on peut partager à nos partenaires aussi ce lien SVP? Bien sûr. Hein? Mais ça, c'est parfait parce que cette question, ça nous donne aussi l'idée de mettre, par exemple, tous ces liens dans notre page web dans le Global Shelter Cluster. Donc, on va donner accès pas seulement aux documents français, mais aussi à des cours en ligne. Ouais. Peut-être, Luca ou quelqu'un du réseau, du comité, peut-être noter les 3-4 points principaux, parce que là, on est en train de répondre, qu'on pourrait lancer après, peut-être pour la discussion. Pour lancer le débat. Ou sinon, on répond directement comme maintenant. Ou... Alors, au niveau académique, il existe des moyens pour initier des nouveaux sujets de recherche, de nouveaux curriculums de formation. Oui, ça, on a déjà vu. Plus de matériaux AIC traduits en français pour distribuer aux équipes terrain. Alors, bien sûr, je vais essayer de vous partager aussi ces liens. Donc, on a du matériel AIC de nouveau sur le cluster. L'équipe, je mets le lien. Xavier, à toi? Pour les AIC, vous allez chercher le lien, je le mettrai sur le chat. D'accord, super, ouais. on passe à l'autre question? Oui, je pense. On peut noter juste les points de discussion. Et c'est un sujet qu'on a déjà touché, c'est un petit peu dans les autres questions aussi. Qu'est-ce que ces réseaux francophones donc, peut faire? Quel rôle peut jouer dans cette idée des stratégies qu'on est en train de discuter? Mais... Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu similaire les questions, mais voilà, si vous avez une idée du rôle. De nouveau, à prendre en compte que le rôle, voilà, du réseau, voilà, c'est vraiment une entité, voilà, de volontaires, voilà, de plusieurs personnes. Et le rôle, c'est vraiment, voilà, d'aider vraiment la communauté francophone. Ça, c'est je dirais, c'est un des rôles principaux. Mais voilà, si vous avez une idée, quel rôle en plus, de nouveau, on n'est pas un projet, on n'est pas financé pour faire ce réseau. C'est pas que
même le comité ou même avec des personnes, voilà, dans les pays francophones, de dire, bah voilà, on va tous aller donner une formation, je sais pas, voilà, au Togo ou au Bénin. C'est pas qu'on peut, parce que ça c'est un projet, donc sans vous être financement. Là, c'est vraiment une plateforme d'échange. C'est pour ça qu'on va organiser ce forum. Voilà, ça c'est une chose qu'on peut faire dans notre temps. Donc, c'est faire le réseau justement avec les académies et discuter, organiser justement avec les acteurs locaux pour pouvoir faire un forum francophone. Donc ça, c'est une idée. On va voir après nous si on pourra se déplacer ou pas à ce forum. Mais voilà, ce forum se fera dans tous les cas. Mais voilà, c'est juste pour vous donner voilà, un exemple d'action que le réseau peut faire. Organiser des webinaires en ligne, des choses comme ça. Dès que ça est sur place, on rentre vraiment dans un projet. Donc, un projet, qui dit projet, dit financement. Et voir le temps si nos organisations aussi nous permettent. Parce que nos organisations nous permettent de consacrer du temps à ce réseau. Mais voilà, on a aussi d'autres responsabilités. Donc voilà, c'est vraiment pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà, c'est vraiment cette plateforme indépendante. Ah, si je peux aussi, je profite de Bien ce sûr. moment d'échange. Et qu'est-ce que ça peut être, cet réseau francophone? C'est quelque chose qu'on discute, mais on peut aussi penser que dans cette réforme de la réponse humanitaire, on peut aussi prévoir des rôles de coordination, des références pour tout ce qui est la réponse humanitaire dans certaines régions francophones. Donc, je fais un peu de brainstorming là, mais je crois que c'est à nous tous de nous réinventer un petit peu, et pourquoi pas, sous les titres de la localisation, je pense que les approches, les stratégies qu'on a identifiées au niveau très général et qu'on vous a présenté aujourd'hui, ça peut aussi nous mettre dans une possible place comme candidat aussi pour un rôle qui va justement, même au-delà de le simple partage de l'information. Donc, à nous de discuter. Je pense que c'est le bon forum pour avoir des idées aussi un petit peu dehors du commun. Pourquoi pas? Merci. Alors, le rôle capitalisation des acquis, expérience des acteurs des pays francophones. Donc voilà, on fait aussi la promotion. Si vous pourrez aller voir les webinaires justement qu'on a fait en 2025. Donc justement, on a donné la parole justement à ces organisations locales. Donc c'est vraiment locales qui sont spécialisées par exemple en construction terre. Donc il y a eu 2-3 organisations, si je me trompe pas, Lucas, c'était au Niger, au Nigeria, non, au Burkina Faso. Donc on a eu justement, qui ont participé à ce webinaire justement à justement partager leur expérience. Et comme l'a dit Lucas, voilà, dans ce comité, nous, on ouvre vraiment la porte si on peut avoir justement des acteurs locaux aussi qui veulent rentrer dans la participation du comité pour aider aussi à organiser ces conférences, ces webinaires. C'est vraiment en partenariat, qui est un petit peu le but de cette semaine aussi. Et c'est vraiment le partenariat entre les organisations internationales, locales, les académies, le secteur privé. Donc vraiment, le réseau est vraiment une plateforme qui permet cela. Interface entre les acteurs, faire remonter les besoins, initiatives, questionnement du terrain, identifier les synergies avec d'autres acteurs, coordonner certaines activités, plaidoyer. Tout à fait. Collect the data for evidence base, advocacy and possibly mobilize resources for more localized approach. Ben, ici, on voit Pascal, en fait, il confirme exactement aucune des activités qu'on avait mis à la base de cette initiative conjointe entre différentes agences et organisations humanitaires. Donc, c'est très bien. On peut confirmer qu'on était dans la bonne direction dans un Ouais. certain sens. Peut-être on peut passer à la dernière On passe à la question dernière question. qui était Et ouverte pour les participants, peut-être, à poser une question à tous les gens qui participent aujourd'hui, qui peut être intéressant, encore une fois, pour ces réseaux francophones. voilà, donc si vous avez un point spécifique que vous souhaitez encore discuter, il nous reste 30 minutes, on verra si on fera les 30 minutes ou on terminera avant la session. On est vraiment, voilà, l'idée c'est vraiment, on est à disposition pour discuter
des sujets où on peut revenir, Lucas, Antoine aussi, sur les quelques points qui étaient mentionnés dans les questions précédentes. Donc on peut attendre 2-3 minutes et peut-être je proposerais au réseau francophone, comité, de peut-être voir les questions qui ont été posées, les commentaires, pour voir s'il y aurait 2-3 points de discussion qu'on pourrait lancer. Merci. Peut-être dans cette idée de réceptionner un petit peu les demandes et besoins du terrain, quoi. Quelle est la façon dont les gens du terrain verraient cette mise en place de façon simple? Parce que, voilà, est-ce que un endroit où vous pouvez poser vos demandes, vos études de cas, vos succès, vos questionnements, est-ce que ça pourrait être et comment le mettre en place, je ne sais pas, quoi. Bon, voilà, mais un endroit où on sait que quelque chose sera posé, sera traité. Est-ce que vous avez un petit peu ce genre d'expérience de votre côté au sein de vos organisations ou voilà, sur un modèle sur lequel on pourrait éventuellement se baser? À vous. Je peux poser une question aussi. Oui, bien sûr. Vous avez commencé la présentation en disant que les crises en Afrique sont souvent négligées et oubliées, je pense. Et en tant que réseau, quel a été votre rôle pour vous rassurer que ces crises-là sont mises en avant? Par exemple, lorsqu'il y a des crises en Afrique, comme ce qui se passe en RDC, quelles ont été vos actions principalement par rapport à cela? Est-ce que vous contribuez par exemple à visibiliser, je ne sais pas si le mot là existe, mais à visibiliser ces crises, mais aussi les actions que vous mettez en œuvre en tant que réseau? Je peux répondre? Oui. Comme on a été mentionné, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est plutôt des moments des formations, d'échanges des connaissances avec nos collègues. On a eu une participation fantastique. Des centaines de collègues ils se sont connectés pendant les webinaires qu'on a organisés depuis 2022. Et là, on a pu toucher, on a pu traiter les arguments, les sujets les plus relevants dans la réponse humanitaire des abris. Et donc, l'intention, c'est de ne pas mettre seulement à disposition des outils, des documents pour informer, pour construire des capacités, mais aussi de nous rencontrer pour échanger la connaissance, parce qu'on doit tous apprendre l'un des autres. Comme on disait, il n'y a pas une réponse pour tous, mais c'est plutôt la réponse qui est développée au niveau local qui compte et qui peut nous donner la meilleure réponse, même dans la longue durée. Donc, et c'est ce qu'on a pu faire avec cette participation volontaire qui provenait de différentes organisations. Et ce qu'on veut faire dans les futurs, c'est justement ce qu'on discute aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, par exemple? Comment ces réseaux pourraient, j'ai rebandi la réponse, permettez-moi, pour améliorer la réponse francophone dans les pays où il y a des crises humanitaires, qu'on a dit sont des crises humanitaires malheureusement très importantes. Qu'en fait, on vous renvoie la question, parce que c'est vraiment le but. Voilà, c'est une plateforme d'échange. Voilà, dire nous, on fait ce qu'on peut. Voilà, on essaie un petit peu d'anticiper, à renforcer les capacités, on va dire, voilà, techniques ou de programmation en réponse abri, qui peut toucher, voilà, différentes méthodes de réponse. Mais voilà, pour une crise spécifique, voilà, comme vous avez dit en RDC, ce qui s'est passé là, on peut parler de beaucoup de crises, mais voilà, on a vu très récentes. Comment vous la voyez? Comment vous voyez le réseau francophone? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? C'est ça le but, c'est voir comment ensemble, c'est une plateforme d'échange, de savoir comment on peut faire. Parce que si vous êtes par exemple sur place, ben voilà, c'est beaucoup plus facile bien sûr, et voir, donc ça c'est un petit peu la force du réseau francophone, c'est d'être là aussi, de pouvoir aider, mais on va dire techniquement, mais sur une réponse bien spécifique, voilà, ça avec la participation des
des acteurs qui sont sur place, Mm. privés, locaux, académiques. Je pense que ça dépend du rôle, de votre rôle. Parce que vous avez dit, vous êtes un réseau, vous ne mettez pas en œuvre, vous ne mettez pas de projets en œuvre, mais vous faites beaucoup de consultations avec ceux qui sont sur le terrain. Peut-être que ce que moi je trouve être un gap, c'est peut-être quelles sont les personnes que vous consultez. Et est-ce que ce n'est pas trop... So after consultations, what next? Do you actually take into account what the people on the ground are telling you? And how are you then adapting your approaches to ensure that it's fit for purpose? That those who are actually in need of your resources actually have access to that. So I think it's really the way you are organized right now, being a network and just having resources available to respond to this crisis. Maybe you want to think of how you can um, increase your reach or your scope of what the network really does. Because I think a network where we have so many renowned organizations should not only be to collect data and share resources. You have more influencing power than that. You have access to more resources and you can actually do advocacy so that the localization is really more felt for the people who actually need it. So yeah, that's my contribution so far. I don't know what are your plans in terms of how the network is seeing itself for the next 1 to 2 years. Do you have any intention of, yeah, maybe expanding your scope of work to go beyond just sharing resources, doing trainings, but to have more influence on the humanitarian sector? On entend ça. Sur nos intentions et nos ambitions. Attends, il y avait des réponses, il y avait Xavier aussi. Vas-y. Oui, Pardon, voilà, David. pour Vas-y, répondre à... Xavier. Merci, rien. Pour répondre à ce commentaire qui est tout à fait justifié, pour l'instant, le réseau est basé sur des ressources qui sont uniquement volontaires. C'est-à-dire qu'on fait tout ça en plus de notre travail. On fait tout ça sur du pro bono et on essaie de monter. On a lancé ce réseau et on essaie de le faire monter en puissance. Mais pour l'instant, on n'a pas de ressources propres pour le faire. Donc pour l'instant, tout est basé sur l'énergie de chacun pour que ça se monte. Je pense que le fait qu'on arrive déjà à avoir fait tous ces webinaires et cette mise en réseau est déjà remarquable en tant que tel, vu que ça devient juste une dynamique de personnes de se cristalliser ensemble. En revanche, sur les questions, s'il y avait les ressources et s'il y avait une espèce de force commune minimum, oui, on pourrait envisager des actions de plaidoyer. Et ça fait partie de nos objectifs au long cours. Et je dirais qu'on a réussi à avoir ce premier forum donc à Lomé, qui est justement l'objectif de ce forum, c'est de le rendre le réseau encore plus visible, d'échanger de plus en avant avec les acteurs locaux et justement de voir quelles actions de plaidoyer, par exemple, on pourrait mettre en avant. Donc effectivement, si on ne connaît pas le réseau, on pourrait dire oh, c'est un réseau installé et tout. Non, c'est un réseau qui est en ascendance, qui n'existait pas il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, et qui monte en puissance. Voilà ce que je peux répondre à cette question. À toi, Lucas. Merci beaucoup. Non, c'est une très bonne question en fait. Et moi, je pense aux ressources aussi en termes d'information, d'identification de partenaires. Pour moi, ça, c'est des ressources très importantes. C'est, par exemple, dans la réponse, il a été mentionné les secteurs privés. Très bien. Alors, les organisations de base, je pense que c'est la même personne qui demandait des grassroots organizations. Ça peut être une fantastique source d'information pour ceux qui peuvent être, par exemple, des représentants du secteur privé qui peuvent participer d'une façon à une autre dans la réponse humanitaire. En même temps,
la possibilité de mapper les associations locales existantes, c'est encore une fois une information qui est très importante dès qu'il y a une crise humanitaire. Parce que si on sait qui peut faire quoi, on est déjà dans un bon point de départ parce qu'on peut se coordonner. Et donc là-dedans, je peux penser, et c'est une des solutions, mais il y en a des autres, donc les réseaux, ils peuvent donner du support pour ce qui concerne les approches, les technologies, l'info qui est vraiment qui décrit comment la réponse d'abri peut être plus adaptée à la situation locale. Dès que, par exemple, les organisations locales nous disent qui participe, qui peut participer à cette réponse. Et comme Xavier il a écrit, et on a déjà dans des différentes structures de coordination dans des différents pays, on s'appuie là où existent les Global Shelter Clusters et les Shelter Clusters nationaux, like aussi. Et donc, voilà, l'information à la base d'une réponse, là où, et tout le monde il en parle maintenant, il faut coordonner mieux qu'avant parce qu'il faut être plus efficace. Et donc, et etc., etc. Merci beaucoup. Ok. J'ajouterais juste, bon, nous avons un document écrit qui est une note d'intention que nous avons développé il y a une année, qui décrit justement nos ambitions, nos objectifs et une série d'activités ou d'interventions que nous prévoyons pour l'année en cours. Le document est disponible en français, en anglais. J'ai quelques copies en français ici, mais on peut mettre le lien dans le chat vers ces documents qui sont sur le site du Global Shelter Cluster. Et j'ajouterais aussi que, comme vous dites, l'étendue de notre action, elle peut être éminemment vaste, puisque nous souhaitons intervenir aussi bien sur le renforcement des capacités locales, des travailleurs humanitaires du secteur qui travaillent sur le terrain, qui sont au cœur de l'action opérationnelle, souvent éloignés de ce type de rencontres, de forums. Donc il y a, je pense, un volet très pratique. Et il y a aussi un volet peut-être plus théorique qui cible, qui est un travail plus de plaidoyer ou d'influence et qui veut aussi discuter ou fédérer les bailleurs de fonds, notamment. Je cite les bailleurs de fonds parce que là, on est dans un environnement financier qui change. Et bien sûr, on veut, quand on parle de localisation, de renforcement de capacité, il faut aussi, je pense, inviter des bailleurs de fonds non traditionnels. Et le forum de Lomé, dont on a parlé, se veut aussi un espace là où on souhaite inviter des acteurs donc plus autour de la réflexion, autour de la théorie. Voilà, c'est un peu différent, par exemple, de la série de webinaires qu'on a pu organiser qui cible un public différent. Donc voilà, l'étendue de nos ambitions, elle est vaste. Et voilà, on est une équipe au sein du comité de coordination assez réduite et avec des ressources limitées. Merci. There is because now there is it's the name of the week. Sorry. Ok. Oui, et pour revenir aussi, ce que tu as dit, Olivier, aussi, voilà, une force du réseau francophone, c'est faire vraiment des messages d'advocacy, de plaidoyer. Donc vraiment, c'est ça, c'est se mettre ensemble et on peut préparer un message d'advocacy, de plaidoyer qu'on peut publier sur le site. Et on partagera justement cette note d'intention. Et pour le mapping ensemble des associations locales, donc voilà, merci beaucoup, c'est une très bonne idée. Donc voilà, de pouvoir avoir sur la plateforme justement la liste des associations locales. Donc ça, on a déjà la liste de distribution. Il faudrait voir comment on pourra faire justement après avec tous les membres. Et pour répondre le rôle du secteur privé pour développer des innovations en shelter, bien sûr, hein,
le secteur shelter est toujours ouvert au secteur privé. Donc voilà, pour faire des propositions. C'est vrai que souvent, pour ma part, je suis le référent technique du Global Shelter Cluster. J'ai souvent aussi le secteur privé qui me contacte pour me proposer des shelters, voilà, des designs d'abris. Alors, on les regarde, mais c'est vrai que c'est pas la première chose qu'on fait la promotion. On n'est pas ici pour faire la promotion aussi du secteur privé. Donc, je dis souvent à ces secteurs privés de directement contacter les organisations parce que c'est pas notre mandat de faire la promotion. Mais voilà, on peut recevoir, je regarde des aspects techniques et c'est vrai qu'on est plus maintenant dans une approche plus participative, Pathway to Recovery, vraiment pour aider les communautés à reconstruire leur maison selon leur culture. De plus venir puis leur donner des box, comme on dit, il y a eu beaucoup de leçons apprises, aussi la réponse à Haïti en 2010 par exemple, où c'était un petit peu des box en plywood qu'on donnait comme abri temporaire. Donc voilà, et on peut créer des slums aussi. Donc voilà, il y a eu beaucoup de leçons apprises. Donc vraiment maintenant, c'est vraiment un peu notre priorité, c'est la localisation, c'est people in the center, les aider vraiment au relèvement et vraiment appuyer techniquement et vraiment respecter la culture traditionnelle. Donc c'est vraiment une base. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette discussion. Je trouve que c'est très intéressant et vraiment dynamisant de voir tout cet intérêt sur les différentes initiatives, les idées des uns et des autres qu'on veut pouvoir mettre en avant. Et puis après, je comprends bien que c'est pour le moment une initiative volontaire que chacun et chacune trouve dans leur quotidien pour pouvoir dédier et se regrouper spécifiquement sur des thématiques qui concernent les pays francophones. Ce que je trouve intéressant du commentaire précédent, c'est est-ce qu'il y aurait un moyen pour certaines personnes de peut-être répliquer des initiatives comme ce que vous êtes en train d'organiser à Lomé dans d'autres pays, dans d'autres villes, à une initiative personnelle s'ils font partie du réseau. Alors, je ne sais pas s'il y a, par exemple, des outils, des templates qui peuvent être répliqués, une approche qui peut être répliquée pour un peu multiplier l'impact de ce réseau et permettre à un plus grand nombre de personnes de participer et puis de dynamiser vraiment ces échanges qui sont très riches, je pense, et qui ont besoin de beaucoup plus et qu'on aimerait, je pense que beaucoup d'entre vous qui ont dédié beaucoup de temps à ce réseau aimeraient pouvoir dédier plus de temps. Mais bon, malheureusement, le secteur est aussi dans une situation financière compliquée où il faut être efficace, il faut réfléchir à des moyens un petit peu intelligents, innovateurs pour permettre à chacun de répliquer ce qui se fait d'un endroit, d'une organisation à l'autre, etc. Donc merci beaucoup. Merci pour ce commentaire. Oui, tout à fait, je pense. Tu veux répondre à toi, Antoine? Oui, merci, Caroline. Je suis d'accord, on est, je pense, dans un moment où il faut continuer à faire vivre ce réseau, même si et sa structure ou son ambition et ses objectifs nécessitent d'être clarifiés en permanence. Je pense qu'il y a un accueil de ce réseau qui est assez enthousiaste à chaque fois qu'on le présente de manière formelle ou informelle, en petits groupes ou en grand comité. Donc ça nous motive, nous qui faisons partie de ce comité de coordination, d'aller de l'avant et d'organiser des choses. Certaines vont être sûrement plus intéressantes que d'autres, vont avoir plus d'impact que d'autres. On est encore, je pense, dans une phase où on teste des choses et bien sûr
demande de la tolérance sur nos différentes initiatives et nos différentes interventions. Mais encore une fois, l'accueil est enthousiaste. Et quand on organise ce type de discussion, ben, on se rend compte que les retours qu'on a aussi sont très riches pour nous qui transformons un peu ces recommandations en action. Donc on laisse ce momentum présent et fructifier au fur et à mesure des discussions. Oui, j'aimerais aussi ajouter, oui, tout à fait, de penser à la durabilité. C'est aussi la différence, voilà, entre un groupe de travail aussi et une communauté de pratique. Parce qu'un groupe de travail a un objectif spécifique, a une durée spécifique et un produit spécifique, avec un terme de référence spécifique. Donc ça peut être 6 mois, ça peut être une année. Une communauté de pratique, voilà, il n'y a pas de fin. Donc c'est pour ça que c'est important aussi, voilà aussi, d'impliquer aussi justement les acteurs directement francophones aussi dans ce réseau. Pour que quand ces personnes, voilà, pour l'instant on est 5-6, peut-être un jour 5-6 on va peut-être pas continuer, on va faire autre chose, que cette plateforme continue. Donc c'est vraiment important. Et pour revenir sur ce qu'a dit Caroline, tout à fait. Par exemple, là, le forum, alors nous on aide un petit peu avec l'université à organiser ce forum. Et c'est vraiment une très très bonne idée de voir, voilà, nous on met en place des agendas, les formats, et on travaille vraiment avec eux. Donc en fait, on est en train de faire aussi une sorte, je ne veux pas dire capacité building, c'est une université, c'est des professeurs. Donc, mais vraiment de leur montrer comment on organise ensemble. Donc ils sont vraiment impliqués depuis le début. C'est pas que nous organisons le forum, c'est vraiment, ils sont impliqués depuis le début, et c'est une très très bonne idée. Que ça. Après, eux, ils seront à même de peut-être de proposer aux pays voisins, au Bénin ou au Ghana, ou voilà, de pouvoir le faire sans nous. Et c'est vrai que vous pouvez voir dans des répliques, il y a aussi la semaine du Global Shelter Cluster, qui est une fois par année. On ne sait pas encore si on va pouvoir la faire cette année, mais une fois par année. Il y a aussi justement ces forums régionaux. Donc, il y en a un en Afrique, et normalement, c'est une fois en Afrique, il y a en Asie-Pacifique, il y a aux Amériques, il y a au MENA. Voilà, et c'est normalement une année. L'année passée, c'était Asie-Pacifique et Afrique. Mais c'était Afrique, bon voilà, Afrique francophone et anglophone. Avec toutes les autres langues, bien sûr. Mais bon, voilà, la langue de communication, c'est pour ça que là, il est un petit peu différent. C'est vraiment que francophone. Donc, c'est vraiment que pour les pays francophones. On ne sait pas s'il y a des personnes d'Haïti qui vont venir, comme je dis, ça va peut-être loin. Mais juste pour dire ça, voilà, par exemple, en Asie-Pacifique, les autorités ont repris le forum. Donc, en fait, on n'a même plus besoin de nous. C'est vraiment le gouvernement qui a même repris la structure du Shelter Cluster dans leur structure gouvernementale, et il y a le Shelter Cluster Philippines. Il y a toujours le Shelter Cluster un petit peu voilà, qu'on appuie, mais c'est vraiment rentré dans la structure des autorités. Donc on est en pleine localisation, et maintenant c'est eux qui décident d'organiser. Donc c'est eux qui organisent, et là ils ont décidé d'organiser chaque année. Donc le prochain sera Asie-Pacifique, sera au Pakistan. C'est eux qui ont décidé. Et donc, nous, en tant que Global Shelter Cluster, ben voilà, on est content si ça se fait, puis après on verra si on participera en tant que participant. Voilà, c'est de nouveau pour dire, l'idée ce serait ça, c'est que maintenant ce premier forum francophone soit répliqué par les pays directement, voilà, par les autorités locales. Est-ce qu'il y a un autre commentaire? Je reviens sur la présentation. Ah, on a fermé le Menti. Ou dans le chat, est-ce qu'il y a... J'avais juste vu en commentaire dans le chat aussi, ouais, quand on parlait justement, peut-être ça vous rejoint, ce serait intéressant d'avoir peut-être une application téléchargeable avec les documents clés qui pourraient être utilisés en ligne. Donc, hein? Voilà, donc ouais, on a une application, mais après c'est pareil, ces applications, même si on a l'application, bon, souvent il faut quand même être connecté pour télécharger. Hein. Il n'y a pas beaucoup... c'est ça qui est un peu dur. On peut mettre ces documents. Bon, voilà, la plateforme Global Shelter Cluster est vraiment une plateforme. Il y a plein d'autres plateformes. Mais c'est vrai, c'est vraiment à réfléchir comment trouver le meilleur moyen pour ça être rédigé beaucoup. En partenariat avec des universités locales. Donc voilà. Merci pour la personne, Oliver, qui a donné cette idée. On pourra discuter avec les universités locales. S'ils ont une solution, voilà. On est bien sûr ouvert à ça.
Côte d'Ivoire, je travaille actuellement sur un projet avec des startups, d'accord, qui mènent de l'innovation dans l'ingénierie de matériaux pour trouver des stratégies réalisables localement afin de faire face à la chaleur extrême au Tchad. La mise en place du projet était plus difficile que d'habitude, car le secteur privé et le secteur humanitaire ne parlent pas toujours le même langage. Mais cette expérience m'a montré qu'il existe un réel intérêt que ça pouvait être une alternative pour financer des projets vu les défis. Alors de nouveau, en plus, on a dans la salle la personne qui s'occupe de ce groupe. Je dirais bien sûr, Madame Libera, c'est vraiment de joindre. Je vais mettre le lien de ce groupe, bon, qui est en anglais, mais peut-être ça peut parler aussi en français, qui est vraiment sur cette thématique HEAT, la chaleur extrême. Donc, bien sûr, c'est ouvert à toute personne. Et s'il y a des universités, des idées qui puissent amener des bonnes idées, donc bienvenue. Pascal. Oui. Et À non, toi. je me permets aussi un commentaire. Oui, donc Ouais. là, ça nous raconte l'intérêt aussi de la participation à la réponse humanitaire des secteurs privés. Donc, alors, encore une fois, ces groupes interagences, qu'il y a des références, qu'on peut dire des valeurs dans ce qui sont les solutions, ça peut être aussi un support énorme à des organisations qui cherchent de communiquer, d'interagir avec les secteurs privés pour répondre à des crises humanitaires. Et donc, encore une fois, la valeur de l'information, de la coordination et de travailler ensemble, ça peut, pourquoi pas, trouver aussi des solutions finalement alternatives à notre crise financière. Merci. Ouais. Ok. Je regarde s'il y a d'autres commentaires. 4 minutes. Ouais, avec les autorités pour rendre effective le relais dans la coordination et la préparation des urgences. Je pense on va arriver sur la conclusion. Il reste 4 minutes. On va juste revenir. Comment on peut aller plus vite? Alors, merci beaucoup pour votre participation. C'était vraiment intéressant et justement de faire un pas en avant et c'est vraiment le but. En fait, aujourd'hui, c'était vraiment comme une réunion justement de ces comités de pratique. C'est vraiment de pouvoir échanger, de pouvoir s'améliorer ensemble et pour avoir les outils. Donc, comme on vous a dit en début de session, donc, on vous recommande vraiment de vous abonner sur la page du réseau humanitaire francophone, donc sur la page du Shelter Cluster. Vraiment, si vous vous inscrivez, vous recevrez automatiquement justement des invitations. Donc, on fait des webinaires, mais des fois, il y a aussi des réunions justement juste pour discuter sur des thématiques. Donc, première recommandation. Et la deux, donc, de nouveau, on vous repartage le lien de ce formulaire en ligne pour vous inscrire aussi, pour qu'on puisse vous rajouter sur la liste de distribution. Et les prochains événements, donc merci beaucoup. Donc, les prochains événements, ce sera le forum. Donc, nous vous invitons à bien regarder la page du réseau francophone pour suivre un petit peu l'avancement et les prochains webinaires. Je ne sais pas, Antoine, à toi, je te laisse aussi. Sur le forum de Lomé, on va lancer un appel à contribution, c'est tout prochain jour. Et je peux ajouter qu'on travaille aussi pour chercher, pourquoi pas, des financements privés pour nous aider à payer les coûts minimums qui sont impliqués dans la distribution d'un café, des repas, là où finalement, je peux imaginer, beaucoup de nous pourront pas voyager à Lomé, mais quand même, on avance. On a décidé tous ensemble, nous, du comité d'organisation, qu'on l'organise, ça sera donc hybride, et donc qui ne pourra pas être là-bas, il pourra se connecter en ligne, participer en ligne. Merci beaucoup. Voilà. Xavier, Olivier, vous voulez dire un mot de la fin? Ouais, je trouve que c'est Au revoir. Au revoir. Non, mais c'était très bien de voir cette session, de voir qu'il y a un petit peu de discussion. Et encore une fois, hein, si des gens sont intéressés, inscrivez-vous. Si on parlait de Lomé et des financements, s'il y a des donateurs qui veulent sponsoriser des collègues d'Afrique francophone à venir
au Forum de Lomé. Ça peut être aussi une bonne occasion de justement renforcer le réseau sur ce premier forum physique. Et pour moi, je trouve ça très intéressant qu'on ait réussi à l'ancrer dans un pays africain, à l'ancrer organisé par une université, par une école africaine. L'idée, c'est que le réseau, que le local prenne le pas sur le global. C'est un peu ça aussi l'origine. C'est cette volonté de dire, on parle toujours de localisation, mais souvent on est toujours du local au local et du global au local. Et là, on aimerait vraiment que le local prenne le pouvoir, je dirais. Et c'est un peu pour moi le but du premier forum de Lomé aussi, c'est de montrer cette dynamique. Voilà. Sur cette Voilà. bonne journée. Merci Xavier. Compléter ce que vient de dire Xavier, l'ancrer dans des structures qui ne dépendent pas des crises, qui ont une durée, qui existent et qui continueront à exister, comme les hameaux, comme d'autres universités, comme des écoles sur place, etc. Ou des organisations gouvernementales, quoi. Ça permet de garantir une pérennité. Voilà. Merci à vous tous et toutes. Voilà, alors merci beaucoup. Juste pour préciser, l'appel à candidature que Antoine a précisé, donc ce sera l'appel à candidature justement pour les organisations locales, pour pouvoir participer à ce forum, pour faire des présentations ou autres. Donc il y aura une thématique précise. Et nous relançons un peu en appel à intérêt aussi, justement, aussi aux acteurs locaux et à mesdames aussi, pour joindre notre comité, pour pouvoir faire une meilleure gender balance aussi dans notre équipe. Et voilà, on est vraiment ouvert aussi à avoir vraiment des organisations. Il n'y a pas besoin d'être une organisation internationale, une locale. Voilà, on est ouvert à ça. Merci beaucoup et nous vous souhaitons une bonne journée et merci beaucoup. Et au plaisir de vous revoir sur le forum du réseau d'urgence Merci. francophone. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.